Bonjour, bienvenue à ce premier rendez-vous vidéo. Je vous promettais des petits topos sur des artistes de chez nous qui possiblement auront des liens avec soit le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire ou la région de façon plus générale. Et avec ça en tête, je me suis dit pourquoi pas commencer avec les incontournables des incontournables, bien sûr, les fameux automatistes. Donc, vous les replacez, on remonte dans les années 40, 50, où émerge une génération de nouveaux créateurs, des peintres, des sculpteurs, des auteurs, des danseurs, etc., comme ça, qui vont exiger des lumières dans la grande noirceur que connaît alors le Québec, et bien sûr sur le contexte artistique qui était assez convenu aussi à l'époque. Les artistes qui connaissaient alors un certain succès reproduisaient depuis plusieurs décennies un art figuratif aux accents folkloriques ou des paysages ruraux dans lesquels le paysan vivait en harmonie, tout ça ancrant les bonnes vieilles valeurs sociales traditionnelles. Eux, ils en ont assez de cela. Ils s'intéressent depuis peu aux timides incursions de l'art moderne qui leur vient par douces vagues de l'Europe, parce que le contexte artistique québécois est bien en retard par rapport à ce qui se fait en Europe encore dans les années 40. Et ils vont trouver une voie tout destinée en la personne qui deviendra le maître, évidemment, du groupe, Paul-Émile Bordua. Bordua est plus âgé que la plupart d'entre eux. Il est professeur à Montréal. Il est déjà très avancé dans sa démarche artistique. Il pratique un art qui est libéré de toute contrainte, un art dans lequel l'imagination, l'impulsion, l'instinct, évidemment, est très important. Et il va les mettre au parfum de ce processus, évidemment, créatif, en totale opposition avec les méthodes que l'on enseignait dans les institutions artistiques plus traditionnelles. Donc, les Mousseau, Leduc, Barbeau, Gauvreau et les autres qui, pour la plupart d'entre eux, sont soit étudiants à l'École des Beaux-Arts de Montréal ou à l'École du Meuble, vont avoir là une véritable révélation. Ils vont s'intéresser, suite aux propositions de Bordua, aux méthodes surréalistes qui sont déjà très populaires comme ça en France. Et ils vont s'habituer ainsi à l'exemple des poètes surréalistes qui, en Europe, commençaient à composer leurs textes vraiment sans censure, vraiment sans intervention rationnelle de l'esprit, laissant venir tout simplement les mots, évidemment comme ça, à eux, surgir les mots. Mais ils vont s'habituer, eux, en peinture, par exemple, à appliquer des pigments ou à tracer des formes sur leur toile, comme ça de manière dynamique, véhémente, laissant naturellement eux aussi surgir les éléments de leur subconscient, leur refoulé ou leur désir, leur inspiration viscérale comme ça, librement, sans aucun contrôle de la raison, évidemment dans leur processus. Leurs œuvres ainsi, donc leurs œuvres sauvages, nous livrent donc chacune d'entre elles un petit morceau, une petite parcelle évidemment de leur intimité, un petit bout de leur personnalité. Elles sont toutes, ces œuvres-là, d'une certaine façon, une espèce de sismographe de leur âme, de leur impulsion comme ça. Vers 1946-1947, ils vont commencer à exposer leurs œuvres comme ça ensemble. Et c'est lors de l'une de ces premières expositions, la troisième, pour être plus précise, qui va avoir lieu en 1947 sur la rue Sherbrooke, dans la demeure des Gauvreau, qu'un étudiant de l'Université de Montréal, Tancred Marcil, va utiliser pour la première fois le terme automatiste dans son compte-rendu de l'exposition qu'il écrit pour le journal étudiant Le Quartier Latin. En utilisant ce terme-là, Marcil faisait référence au côté non rationnel, au côté instinctif qu'on retrouvait justement dans leur processus créatif. C'est un terme qui sera largement repris par les critiques montréalais qui visent exactement dans l'huile et qui deviendra finalement l'étiquette du groupe. Mais ce n'est pas qu'à la tradition artistique que s'attaquent les automatistes. Ils exigent plus généralement une émancipation sociale radicale. C'est vraiment une génération qui étouffe, évidemment, sous les règles politiques, sous les règles religieuses. Ils ont un profond désir de libération.
Et ceci est très, très affirmé dans ce que l'on considère aujourd'hui comme étant le point culminant de leur action, c'est-à-dire l'écriture et la publication d'un recueil de textes incendiaires en 1948, le fameux refus global, vraiment, qui sera le sujet de notre prochain rendez-vous vidéo qui ne sera tardé, dans lequel on pourra mesurer évidemment tout l'héritage que nous aurons laissé pour les futures générations, ces fameux et incontournables, comme je vous disais, automatistes. Donc, un rendez-vous.